Bonjour à tous, il est l'heure. Nous allons commencer cette séance de conseil municipal. Et donc en direct, en ligne, sur Internet, ça fonctionne. Très bien, merci. Alors, je vais d'abord procéder à l'appel. Nous avons 3 pouvoirs. Donc, Joanne Moulard donne pouvoir à Marie-Hélène Ferreira. Marie-Pierre Legrand donne pouvoir à Denis Gouasque. Et Émilie Roubaud donne pouvoir à Sandrine Blin. Et tout le monde est ici. Très bien. Donc, je vous propose de désigner un secrétaire de séance. Y a-t-il une volontaire, Brigitte Moreau? Très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci Brigitte. Donc, je vous propose d'approuver le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2020. Y a-t-il des commentaires, des questions? Non. Alors, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Alors, adopté. Donc, vous avez également reçu les décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions à ce propos? Oui, Madame Gonzalez-Ruiz. Alors, oui, il va falloir qu'on gère les micros. Il faut essayer de les apporter. Alors, peut-être en prenant l'autre. Voilà, comme ça va être parfait. Oui, c'est bon, allez-y. Bonsoir à tous, j'aurais voulu avoir des renseignements sur la décision 14, sur l'avenant de transfert. Quel marché de Très bien. En fait, ça ne change rien sur le fond du marché, c'est un marché à bon de commande. Et en fait, c'est une réorganisation interne de la COLAS, du groupe. Oui, d'accord. Du coup, c'est un transfert au sein du groupe d'une unité à une autre. Voilà. C'est marché de voirie. Comment? Marché de voirie. C'est le marché de voirie. D'accord. Marché à bon de commande de voirie, ça ne change donc rien. Suite à une réorganisation administrative de leur côté. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non. Oui, une autre, allez-y. Et je voulais avoir des renseignements sur l'ouverture de la ligne des trésoreries, pardon. Alors, quelle décision? La 16. D'accord. On a ouvert la ligne de trésorerie de 200 000 €. D'accord, merci. C'était votre question? Ouais, c'était la somme que vous vouliez? Oui, la somme. On a ouvert une ligne de trésorerie de 200 000 €. 200 000, ok, merci. Pour couvrir les besoins en trésorerie, tout simplement. Ok. D'autres remarques, d'autres questions? C'est là. Merci. Alors, donc, je vous propose d'entamer l'ordre du jour. Nous avons 18 délibérations. Donc, première délibération, une demande de subvention au titre du Fonds interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation pour l'année 2021. Lionel Lecointre. Bonsoir à tous. Demande de subvention au titre du Fonds interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation 2021. Dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation 2021, la ville de Lèves sollicite une subvention pour le financement d'actions en adéquation avec les orientations prioritaires de la politique de la prévention de la délinquance pour la période 2020-2024. Il est donc sollicité une subvention au titre du programme S, au titre de la sécurisation des établissements scolaires. La demande de financement porte sur l'installation d'un vidéophone et d'une alarme spécifique alerte anti-intrusion à l'école maternelle Jean-Pierre Reschker. Le coût global prévisionnel du projet évalué à 16 480 € hors taxes
soit 19 776 € TTC, avec une mise en œuvre au premier semestre 2021. Au titre de la vidéoprotection, la demande de financement porte sur l'installation d'une caméra sur la voie publique, à hauteur du 39 avenue de la Paix, voie traversante de la commune de l'axe Chartres-Dreux, du Clos Renault, afin de sécuriser la zone d'habitation. Le coût global prévisionnel du projet est évalué à 42 384 € hors taxes, soit 50 860 TTC, avec une mise en œuvre au deuxième semestre 2021. Merci. Y a-t-il des remarques, des questions? J'en profite pour remercier Lionel Lecointre, qui est très actif sur le sujet de la sécurité en général, certes. Il y aura une ou deux autres délibérations qui porteront sur ce sujet encore ce soir. Et sur le déploiement des caméras, on avait commencé ce déploiement dès le début du premier mandat. C'est un engagement fort auprès des Lévois. Et le dispositif continue à monter en puissance, à la fois en quantité, puisqu'on va bientôt en être à 30 caméras sur la commune, donc ce qui fera de l'Ève, je crois, une des communes les mieux dotées par rapport au nombre d'habitants sur le département. Et puis aussi en qualité, puisque l'idée c'est qu'on profite d'une évolution technique permanente des caméras qui nous permettent d'être encore plus efficaces, de jour comme de nuit, sur la protection de la population partout où nous avons des axes qui nous semblent être les prioritaires. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Lionel, visiblement? Oui, je voulais simplement ajouter comme quoi on a actuellement 27 caméras qui sont sur la commune, on a 3 caméras qui sont en instance d'installation, et on a 4 caméras, 4 dossiers pour poser 4 caméras qui sont en instruction actuellement sur la préfecture de Chartres. Il faut savoir qu'actuellement sur les 27 caméras, nous avons 15 caméras qui sont municipales et 12 qui sont agglo. Voilà. Oui, effectivement, ça permet de rappeler que le dispositif de protection ne concerne pas que l'Ève. On est dans une zone urbaine entourée de nos amis de l'agglomération de Chartres. Et les caméras ont une utilité certes pour les Lévois, mais ont une utilité bien au-delà, parce qu'on sait qu'il y a certains axes qui sont importants sur la commune, qui sont l'Ève et la pénétrante de l'agglomération Chartrain au nord, voilà, avec notamment les grands axes de Dreux et de Maintenon. Et c'est vrai que c'est aussi des caméras qui sont mutualisées au niveau intercommunal, qui vont faire l'objet d'une efficacité accrue avec le centre de supervision interurbain qui est en cours de montage à Chartres Métropole et qui sera bientôt mis en place, j'espère d'ici la fin de l'année. Et puis nous, ça permet une meilleure efficacité d'intervention pour nos policiers municipaux. Il faut avoir ça aussi à l'esprit, quand ça leur permet, quand ils ont des signalements, de jeter un œil à ce moment-là pour voir effectivement où il y a des difficultés sur la voie publique et de pouvoir intervenir de manière plus ciblée et plus efficace. Voilà Lionel, donc il faut continuer dans cette dynamique. Merci. Y a-t-il des remarques ou des questions? Alors je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté, merci. Délibération numéro 2 pour une convention financière fixant les modalités de versement des subventions dans le cadre du projet d'aménagement Cœur de Village. Donc la parole est à Daniel Desgroix. Bonjour à tous. Dans le cadre du Fonds départemental d'investissement, qu'on appelle le FDI, la commission permanente, par délibération du 1er juin 2018 et du 6 juillet 2018, a octroyé à la commune de l'Ève des subventions qui sont de 15 923 € pour l'aménagement d'une piste cyclable et d'une voie piétonne le long du Coinon, de 255 000 € pour l'aménagement du cœur de village. Ces différents travaux seront menés dans le cadre d'une opération d'aménagement du cœur de village
laquelle a fait l'objet d'une concession d'aménagement élaborée avec la société publique locale Chartres Aménagement. Compte tenu du montage particulier de l'opération, il convient de définir par convention les modalités de versement des subventions à la commune de Lèves. Merci Daniel. Y a-t-il des questions, des remarques? C'était pas prévu, mais je remercie Daniel Desgrois. Si vous prenez la parole, vous aurez peut-être des remerciements ce soir. Profitez-en. Voilà. Donc je t'en prie. Tu veux que je te dise pourquoi je te remercie ou non? Non, bah, c'est dommage, je vais le dire quand même. Non mais voilà, on a un projet Cœur de Village qui avance. C'est un projet 2015-2025, ça fait 5 ans, 6 ans qu'on est dessus. Daniel mène un gros travail avec toutes les équipes, parce que c'est l'affaire de tous ce projet. Effectivement, on passe une étape supplémentaire. Vous savez que nous avons en fin d'année voté ici même une convention avec Chartres Aménagement qui est donc l'aménageur par convention en concession publique d'aménagement pour ce projet Cœur de Village qui passe une étape supplémentaire puisque maintenant on va s'attaquer à tous les aménagements publics sur les espaces publics après avoir géré dans la première partie de mandat surtout tout le parc immobilier. Et puis nous avons par appel d'offres via la SPL Chartres Aménagement désigné le mois dernier donc le maître d'œuvre. Donc ça c'est une bonne nouvelle, en plus ce sont des locaux, donc c'est une bonne chose, bravo à eux d'avoir gagné les marchés publics. Donc ça nous permet effectivement maintenant petit à petit de rentrer dans le vif du sujet sur cette phase importante de notre projet qui consistera à réorganiser tous les espaces publics du carrefour, des voies annexes, du parvis de l'école, de la place Nice-Force, de la place de l'église, de l'avenue de la Paix aussi jusqu'à l'entrée du quartier du Mousseau. Bref, vous connaissez le secteur puisqu'on l'avait adopté ensemble cet automne. Donc voilà. Donc on est dans le bon rythme, on tient les délais. J'espère qu'on tiendra les délais aussi sur les travaux. Là ça avance, vous avez vu qu'il y a les travaux de l'avenue de la Paix qui sont en cours, alors qui ne sont pas dans le secteur Cœur de Village, c'est encore un autre marché. Ça fait partie justement du marché à bon de commande avec la Colasse sur les travaux que vous voyez à l'avenue de la Paix. C'est quand même 550 mètres de linéaire entre l'entrée de l'Aigle depuis Chartres jusqu'à l'entrée du Cœur de Village, c'est-à-dire en hauteur de l'espace Gabriel-Loire. Donc voilà, une bonne dynamique. Je formule le vœu, Daniel, que ça se poursuive. Donc c'est un remerciement, mais qui n'est pas définitif, n'est-ce pas? Attention. Mais bon, enfin, t'en as toujours eu, mais tu vas avoir encore plus de travail dans les semaines qui viennent. On compte sur toi, et puis c'est important de souligner, effectivement, c'est le cadre quand même de cette délibération que, voilà, on va chercher les financements auprès des partenaires, c'est aussi un gros travail. Ça fait des années qu'on sensibilise l'agglomération et le département, qui sont les deux premiers partenaires de ce projet. Et puis effectivement, on avait réussi à obtenir du département une somme importante, 255 000 € pour l'aménagement au Cœur de Village, donc ça, dans le cadre du FDI, plus près de 16 000 € dans le cadre de l'aménagement le long du Couesnon. Alors c'est une petite partie de l'aménagement, c'est vraiment au Cœur de Village, on ne parle pas encore de tous les aménagements du Couesnon sur lesquels il y a des réflexions en cours, et là encore avec Chartres Métropole. Bref, voilà, donc département est un partenaire important, on en est heureux pourvu que ça dure. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci à vous. Donc, délibération 3 pour une demande de subvention au titre du plan de relance 2021 pour un appel à projet pour un socle numérique à l'école élémentaire Jules Vallin. Donc Marie-Hélène. Alors, est-ce que d'autres? Non, tu vas prendre celui-là. Bonsoir. Dans le cadre du plan de relance 2021, un appel à projet est lancé pour le financement de projets pédagogiques de transformation numérique, principalement sur le socle numérique dans les écoles élémentaires. Le financement porte sur les équipements des écoles avec un socle numérique de base, donc matériel et réseau informatique, les services et les ressources numériques et l'accompagnement à la prise en main des matériaux.
Dans ce cadre, la ville de Lèves sollicite auprès de l'État une subvention pour l'acquisition. Alors, il y aura un poste informatique pour le poste de direction de l'école élémentaire Jules Vallin et de 56 postes informatiques portables correspondant à l'équipement de base dans les 14 classes à hauteur de 4 postes par classe et 4 armoires de charge professionnelle. Et il y aura des logiciels pédagogiques. À cela s'ajoute l'installation des réseaux électriques et informatiques. Une partie des acquisitions s'effectuera dès le premier semestre 2021. Le coût global prévisionnel du projet est évalué à 79 066 € hors taxes, soit 94 880 € TTC. La collectivité peut prétendre à une subvention prévisionnelle d'un montant de 35 450 €, soit un taux prévisionnel de participation de 37,36%. Merci Madeleine. Est-il des questions, des remarques? Oui, Madame Guillet. C'est bon? Merci beaucoup. Bonsoir. Je vais peut-être avoir quelques petits mots de compliment. Je prends la parole. Je voulais évoquer le sujet des subventions, puisqu'à chaque conseil municipal, nous sommes amenés, en tant qu'élus, à nous prononcer sur le vote des subventions. Nous y sommes toujours favorables, naturellement, puisque cela permet à la collectivité, à la commune, d'alléger son budget d'investissement. Ceci dit, nous aimerions bien connaître aussi les décisions quand elles sont défavorables. Donc s'il y a des refus sur l'octroi de ces subventions et quels sont les motifs de refus. Puisque là nous votons pour l'attribution de subventions, lorsqu'elles sont refusées ou amoindries par rapport au montant qu'on présente dans les délibérations, on aimerait connaître le retour. Alors, merci pour vos remerciements. Vous avez raison, c'est vrai là on vote un principe, on n'a pas forcément les retours. Alors, quand les subventions sont soit refusées, soit moindres que ce qu'on a demandé, on n'a pas forcément les motifs pour le coup. Alors comment communiquer, comme ça c'est pas évident, les décisions, parce que parfois ça prend des mois, voire des années. On a attendu 2 ans la subvention du conseil régional pour l'espace Gabriel-Loire, ce qui nous incite parfois à devoir augmenter nos lignes de trésorerie, parce que il y a des subventions qu'on est censé avoir à tel moment, puis finalement on ne les a pas. J'avoue, techniquement, il faut qu'on voit, je ne sais pas comment vous répondre, mais de toute façon c'est accessible, c'est public. Enfin, la décision est publique, de refus ou de non-refus. Le motif ne l'est pas forcément, et nous-mêmes nous ne l'avons pas forcément. Voilà. Après, lorsque nous proposons au conseil municipal ce genre de délibération, généralement, c'est précédé d'un travail avec les partenaires. Et typiquement, dans le cadre du plan de relance, nous avons eu diverses réunions de travail, moi-même avec le sous-préfet, les services avec les services de la préfecture, pour faire le point sur les différents dispositifs, que ce soit DETR, DECIL, le DECIL spécial plan de relance, pour être certain que nos dossiers conviennent ou répondent en tout cas aux critères qui sont demandés, et que l'on puisse faire en sorte de ne pas présenter pour présenter, si vous voulez. Voilà. Même si, effectivement, par principe, on essaye de demander le maximum, tout le monde fait ça pour en obtenir un minimum, j'ose dire. Donc, il faudra qu'on voit de temps en temps. Il ne faut pas hésiter, sinon, moi, ce que je peux vous inviter, c'est à contacter les services, dans ce cas-là, de manière épisodique, pour faire un point sur la liste de subventions, parce que c'est vrai qu'après, ça ne passe pas dans les décisions du maire, enfin, ça ne fait pas partie des informations habituelles du conseil municipal, quoi. Mais c'est des infos accessibles. Oui, vous aviez une autre remarque. Oui. Remettez le micro.
si je pose aussi la question, c'est parce que nous avions voté une demande de subvention pour les ordinateurs, l'équipement en ordinateur au niveau de l'école maternelle. Et il y a eu un refus sur cette subvention. Alors, est-ce que vous pouvez préciser, excusez-moi, j'ai été à moitié attentif, je dois l'avouer. Non, j'avais... Vas-y. Simplement, il y a eu un refus de subvention, c'est ce que j'ai su en commission la semaine dernière, sur un équipement pour des ordinateurs concernant les enseignants de l'école maternelle. Oui, pour la maternelle. C'est tableau. C'était pas dans le programme. Alors, Marie-Hélène Ferrat va peut-être vous apporter un élément, un complément. En fait, ils avaient jugé que ça faisait pas partie du programme et donc on n'avait pas à prétendre à cette subvention. Comme quoi, ça arrive. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, à mon avis, on n'a pas fait la demande parce qu'on l'a su avant. En fait. Alors, c'est la demande de FDI. Non, c'est pas pareil. Non, mais cette subvention, c'est sûr, on prétendait pas en fait à l'avoir. L'éducation nationale, en fait. À l'éducation nationale, c'est sûr, on n'a pas déposé de dossier. Oui, voilà. Est-ce que ça répond à votre interrogation? Oui, partiellement. Bon. Ok. Bon, c'était pas prévu, mais je remercie Marie-Hélène Ferreira aussi pour le travail effectué auprès de la communauté éducative. En même temps, Daniel aussi, parce que là, on parle en même temps du projet plus global de rénovation de l'école. Gros morceau voilà, qui a concerné la commune pendant à peu près 1 an et demi, qui a commencé parce qu'en fait, ça fait 1 mois désormais que les entreprises qui ont obtenu les différents marchés sont au travail. Il y a une réunion de chantier, alors c'est un nom de réunion de chantier, même si physiquement le chantier n'a pas commencé, qui a lieu 1 fois par semaine. La base vie va être installée courant mai, donc à côté de l'école Jules Vallin. Et si tout va bien, mais il n'y a aucune raison que ça aille mal, les travaux commenceront dès le premier jour des vacances, voilà, des grandes vacances. Et effectivement, dans le cadre des travaux de rénovation complète de l'école, donc ces travaux vont durer un petit peu plus d'1 an, il y a le câblage complet, renouvelé de l'ensemble des salles de classe et des différentes salles communes, alors notamment câblage informatique. Et puis on a souhaité investir fortement, et ça correspond à une demande de la communauté éducative également, donc on a souhaité investir fortement sur les équipements informatiques. Voilà, qui commençait à être vieillissant. Il y a un besoin de postes de meilleure qualité. On sait très bien que c'est des renouvellements qui doivent se faire régulièrement. Et puis avec une quantité importante de postes qui répondent aussi à l'évolution là, des demandes de l'éducation nationale qui a fait évoluer l'informatique dans les écoles et qui souhaite qu'il y ait quelques postes par classe. En l'occurrence, là, il y en aura 4. Et puis ce qu'on appelle des armoires qui permettent de compléter avec des ordinateurs portables, de classe en classe, le dispositif. Donc voilà un investissement aussi important. Et nous espérons tous que, mais j'ai bon espoir, vu les échanges qu'on a eu en amont avec les services de l'État, que la subvention que l'on demande ce soir sera accordée pleinement par l'État après que nous ayons voté à l'unanimité cette libération. Parce que sachez, Madame Guier, qu'un vote à l'unanimité peut nous aider à être encore meilleurs sur les demandes de subvention. Il le sera toujours en principe sur les demandes de subvention. C'est très bien. Alors, donc ni opposition ni abstention, merci à vous. Donc délibération numéro 4. Cette fois-ci, c'est nous qui octroyons une subvention donc, au comité des offres sociales du personnel. Olivier Pichereau. Bonsoir.
Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations, la ville de Lèves apporte un soutien financier par le versement d'une subvention de fonctionnement aux associations. Après examen de la demande formulée par le comité des œuvres sociales intervenant en faveur du personnel de la commune de Lèves, il est proposé d'attribuer un versement d'une subvention pour l'exercice 2021 au comité des œuvres sociales pour un montant de 15 000 € pour le financement d'actions en faveur du personnel. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Alors, c'était pas prévu, mais j'en profite pour remercier les gens. Petit travail global, hein. Souvenez-vous, il y a 2 ou 3 ans, même 3-4 ans maintenant, il y avait une remise à plat. La manière dont on souhaitait attribuer les subventions, on avait mis en place des critères objectifs, voilà, pas qu'il y ait de contestation sur les sommes attribuées aux associations lévoises. Ça a été un travail de fond qui a duré 6 mois, je crois, avec plusieurs associations justement qui avaient participé à cette réflexion. Et puis on a souhaité mettre en place une procédure d'attribution pour que les choses soient claires, objectives, transparentes. Voilà, et c'est une bonne chose. Et ce que j'ai souhaité aussi, et c'est un travail qui est en cours, enfin qui avait déjà commencé les années précédentes, mais je souhaite renforcer le contrôle aussi de l'argent public, parce que quand on attribue une subvention, c'est l'argent du contribuable. Donc ça doit se faire sur la base d'un dossier, sur la base du respect d'un certain nombre de critères. On n'est pas dans l'arbitraire, on est donc des critères qu'on a tous listés ensemble et adoptés collectivement lors du précédent mandat. Mais derrière, il faut aussi que l'usage des subventions publiques puisse être justifié. Voilà. Donc c'est important qu'on puisse le faire, sachant qu'avec l'année Covid, on avait pris la décision de maintenir les subventions aux associations qu'ils souhaitaient. Alors un certain nombre, je les en remercie, nous ont dit on n'a pas besoin de la subvention 2020 puisqu'on n'a pas d'activité, donc on ne souhaite pas la toucher, ça sera reversé au pot commun d'une certaine manière. Mais d'autres avaient des besoins de trésorerie ou autres, il y a quand même eu des dépenses engagées, donc voilà, c'était aussi un effort de la collectivité. Toutes les communes n'avaient pas fait ce choix l'année dernière. Je souhaite qu'on poursuive sur la même logique en 2021, parce que même si effectivement on a une demi-année sans activité ou presque pour une grande partie des associations, je crois que c'est important de maintenir le niveau de subvention que nous avons voté lors du précédent conseil municipal. Mais voilà, je pense que c'est aussi important, et je sais qu'Olivier fait ce travail également, que l'on puisse bien vérifier l'usage des fonds des Lévois par l'ensemble des associations qui bénéficient de financement public. Voilà, en tout cas pour ce soir, on vous propose d'adopter une subvention annuelle au COS pour 15 000 €. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, non. Eh bien, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci. Délibération 5, donc dans le cadre de Chartres Métropole, c'est pour une opposition au transfert de la compétence plan local d'urbanisme à la communauté d'agglomération. Joël Louvet. Bonsoir. L'article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Allure, dispose que si une communauté de communes ou d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de PLU en 2017, elle le devient automatiquement le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires. Ce même article dispose que les communes membres ont la faculté de s'opposer à ce transfert par délibération, minorité de blocage, dans les 3 mois précédant la date de transfert, si 25% des communes représentant au moins 20% de la population, ou l'inverse, s'opposent par délibération à ce transfert, elles conservent cette compétence. Néanmoins, l'article 7 de la loi numéro 2020-1379 du 14 novembre 2020 a remplacé la date initiale du transfert prévue au premier jour de l'année par le 1er juillet 2021. En conséquence, l'opposition des communes à ce transfert doit désormais intervenir entre le 1er avril et le 30 juin 2021 pour que la minorité de blocage puisse être constatée. Merci. Joël, y a-t-il des questions, des remarques?
Et c'est un sujet intéressant, là, et stratégique, cette délibération, qui a fait l'objet à plusieurs reprises, depuis l'adoption de la loi Allure, de discussions au niveau de Chartres Métropole, au niveau de ce qu'on appelait avant le comité des maires, qui s'appelle désormais conférence des maires. J'ai pu l'évoquer à plusieurs reprises ici. L'ensemble des maires de l'Agglo se réunit à peu près tous les 2 mois pour discuter des grands sujets stratégiques pour l'ensemble de notre territoire. Et parmi les sujets stratégiques, il y a ce point qui a fait l'objet de discussions, pas vraiment de débat finalement, parce qu'on était tous unanimement d'accord sur le fait qu'il est important que la commune garde la compétence urbaniste. Voilà. On a transféré en début de précédent mandat la quasi-totalité des communes l'instruction des dossiers à un service commun qui, souvenez-vous, avait repris en main l'instruction des dossiers à la suite de l'abandon de cette compétence par l'État, par les services de l'État, il y a déjà 7-8 ans désormais. Donc Chartres Métropole a développé un service qui est d'instruction des dossiers d'urbanisme, voilà, avec un personnel compétent, dédié 100% à cela. C'est un service qui a été proposé gratuitement à l'ensemble des communes membres, mais il est important que, à la fois la réception des dossiers, surtout in fine à la signature, eh bien, le maire ait le dernier mot. Alors il a le dernier mot dans un cadre qui est de plus en plus réglementé, de plus en plus serré. Je vois Joël qui fait ce geste, c'est vrai qu'entre guillemets la liberté du maire est quasi nulle aujourd'hui sur les textes d'urbanisme au regard de l'évolution législative, voilà, qui a appauvri entre guillemets le pouvoir des communes, mais qui lutte aussi contre l'arbitraire, c'est pas mal, c'est aussi le pendant, c'est qu'à un moment, voilà, on ne peut pas tout faire, et c'est tant mieux, ça protège tout le monde. Voilà, mais on est en tout cas tous d'accord, sachez-le, à 100% des maires de Chartres Métropole, de garder la compétence. Donc en fait, on s'oppose à un transfert de compétences PLU que prévoit la loi. La loi prévoit la possibilité, comme l'indique cette délibération, que les y opposent. C'est l'occasion pour moi, ce n'était pas prévu, de remercier Joël Houvet, notre élu à l'urbanisme depuis 1 an. Voilà, il a du travail, parce que tu découvres qu'il y a des dossiers, hein, tu pensais que tu serais tranquille, puis en fait pas du tout. Et, bon, il y a le dossier en cours, vous le savez, et j'espère qu'il va prendre fin assez rapidement de la modification du PLU, sur lequel Joël travaille beaucoup en ce moment, que vous aviez voté, dont vous aviez voté le lancement, l'ouverture cet automne. Voilà, ça devrait prendre fin. Je ne sais pas si on votera au mois de juin la fin de la modification, il faudra peut-être attendre la rentrée, on sera peut-être un peu juste. Mais souvenez-vous, c'était notamment pour renforcer la cohérence, notamment des façades, des clôtures, de l'ensemble des projets d'urbanisme, voilà, que ça respecte un petit peu les identités de nos quartiers. Mais il n'y a pas que cela dans la réflexion, parce que ça en générer d'autres. Donc merci Joël pour ce travail. Et même si ce n'est pas lié directement à l'urbanisme, j'ai souhaité que Joël également ait une réflexion plus globale sur la gestion du cimetière. Voilà, donc ça, là aussi on aura sans doute des délibérations un petit peu plus tard à venir. Comme vous savez, on a un cimetière qui est limité, qui a peu d'espace, donc ça nécessite de relever des tombes. On a une 50aine de tombes à relever. On a décidé de relever une 10aine par an, parce que relever une tombe, c'est quand même un coût d'à peu près 1 000 € pour la collectivité en moyenne, donc ce n'est pas neutre. Plus tout le travail en amont des services pour être certain que les ayants droit sont d'accord pour ne pas renouveler les concessions. Donc, voilà, c'est un travail important. Et puis, on a des besoins en termes de columbarium, nous avons des demandes aussi en termes de cavurnes. C'est vrai qu'on n'aura pas à l'Ève, alors qu'aujourd'hui ça s'est développé dans la plupart des communes. Donc voilà, Joël traite de ce dossier et il devrait y avoir une solution prochainement. Et puis, toute nouvelle mission, dans le cadre de cette délégation, j'ai souhaité également, après avoir rencontré le nouveau président du Souvenir français, que l'on mène une réflexion sur l'ensemble des Lévois qui sont morts pour la France et qui peuvent avoir leur sépulture dans le cimetière. Donc, le recensement est en cours. On en a trouvé 26 à ce jour au total, des guerres de 14-18, 39-40 ou d'Algérie. Et qu'il y a un travail en même temps de fait, parce qu'on s'est rendu compte lors de la dernière cérémonie du 11 novembre avec les anciens combattants qu'il manquait des noms
sur à la fois les plaques, mais aussi sur le monument aux morts. Voilà. Donc c'est un travail important qui est piloté par Joël, mais avec d'autres élus. Donc ça me permet de te remercier, même si ça ne concerne pas du tout cette délibération et du travail fourni. Voilà. C'est important pour la mémoire de la commune et le respect de nos morts. Sur cette délibération, pas de questions, je crois que je vais poser la question tout à l'heure, qu'à le dire. Donc, passons au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Merci. Délibération 6. Pour une mise à disposition de biens dans le cadre de la mise en œuvre du plan vert de Chartres Métropole. Donc, Patrick Calvé. Bonsoir. Conformément à ces statuts, Chartres Métropole est compétent pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan vert sur le territoire de l'agglomération. Ainsi que le prévoit l'article L. 5211-5-3 du Code général des collectivités territoriales, le transfert de la compétence et leur élaboration et mise en œuvre du plan vert entraîne de plein droit la mise à disposition au profit de Chartres Métropole de biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice de cette compétence qui leur sont attachés à la date du transfert. Le présent procès-verbal contradictoire a donc pour objet de constater la mise à disposition des biens, meubles et immeubles de la commune de Lèves nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan vert au profit de Chartres Métropole, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Dans ce cadre, le chemin rural numéro 4 dit des Boissières, sur une superficie de 2005 m² est concerné selon le plan joint au présent procès-verbal. Merci. Y a-t-il des remarques? Non. Ce n'était pas prévu, mais si je le remercie pas, il va faire la tête pendant au moins 15 jours. Merci Patrick. Du travail que tu mènes dans le domaine de l'environnement, de la biodiversité, de l'eau, du climat, de l'investissement qui est le tien. Grâce à toi, nous avons 30 nichoirs qui ont été construits, comme on dit, fabriqués, la semaine dernière avec le comité des fleurs. L'objectif, c'est d'en avoir une centaine à terme. Voilà, donc ils seront bientôt installés. C'est la dernière opération concrète et locale, écologique, un sujet qui nous tient tous à cœur ici. Les projets sont tellement nombreux qu'on a du mal à les lister. Mais en tout cas, ils feront l'objet de l'exposition des bordeleurs. Vous savez que tous les ans, on a une exposition sur les bordeleurs. Avec l'année particulière, en 2020, on n'a pas pu en faire. Mais cette année, vu tous les projets qui ont été menés, qui sont en cours et qui sont en projet, eh bien, nous avons destiné l'expo à Lèves et son engagement pour l'environnement. Voilà, donc si tout va bien, ça sera installé courant mai pour 6 mois ou presque, comme tous les ans, c'est ça. Ce qui me permet de remercier les entreprises lévoises qui participent au financement, comme chaque édition de cette exposition, de remercier Chartres Métropole, partenaire important sur ce sujet, comme en témoigne la délibération de ce soir, de remercier aussi Eure Nature, qui est un partenaire important de nos différentes opérations et qui sera aussi mis en avant lors de cette exposition. Oui, on en parlera plus tard, Patrick. T'inquiète, je te donnerai la place un jour, tu pourras parler. Et puis un autre sujet, oui, merci, je t'en prie. Et un autre sujet important qu'on va ouvrir là, c'est sur le Couesnon. Vous avez peut-être vu dans le dernier Votre Aglo une double page sur le Couesnon, voilà, qui a pour but de rejoindre un petit peu le schéma du plan vert, parce que depuis longtemps,
le plan vert de Chartres Métropole prévoit ce cheminement tout au long de l'Eure, mais aussi des connexions avec les différents cours d'eau notamment. Il y a la Roglette d'un côté, mais on a notre Coinon de notre côté. On a une réunion à ce propos il y a 2 semaines déjà, avec le vice-président de Chartres Métropole en charge du plan vert et les services de Chartres Métropole pour voir comment faire en sorte que la ville de Lève accompagne Chartres Métropole dans le projet de mise en valeur du Coinon, dans ses cheminements, etc. Donc ça fait un projet de plus, mais ô combien passionnant, voilà, autour de toi Patrick et de toutes les équipes. Ce n'est pas l'objet de la délibération de ce soir, mais peut-être que justement le projet de Coinon eh bien, nécessitera ce type de délibération sans nul doute. Voilà. Dans les années à venir. Voilà, en tout cas, encore un sujet passionnant en perspective. Mais en l'occurrence, il vous est demandé de voter pour cette mise à disposition ce soir, donc sur les bords de l'Eure, qui, petite parenthèse, devrait être inaugurée, si tout va bien, mais on attend encore de voir l'évolution sanitaire, le dernier samedi de mai. Donc gardez votre dernier samedi matin. Voilà, on est en train de caler ça avec le cabinet du président de Chartres Métropole pour inaugurer voilà, tous les travaux importants et ô combien symboliques qui ont été menés par l'agglomération sur l'entrée de l'Aisne et qui, on peut le voir dès qu'il fait beau, eh bien, un très très franc succès. Donc tout cela vous sera confirmé, puisque évidemment il est prévu une invitation à l'ensemble des membres du conseil municipal. J'espère qu'on pourra, puisque ça sera dehors, au moins sur un public invité et concerné directement, faire cette inauguration. Si jamais les conditions sanitaires ne s'améliorent pas trop, bon, on verra peut-être pour le faire un petit peu plus tard. Voilà. Mais pour le moment, réservez cette date à confirmer. Je rappelle, le dernier samedi de mai. Je n'ai pas le numéro en tête. Oui ? Non, 29, c'est combien ? Samedi 29, fin de matinée, tout cela est à Calais. Voilà. Ok. Alors, y a-t-il des oppositions à cette délibération, des abstentions ? Adopté, merci. Délibération 7. Avec Chartres Métropole, toujours, pour une modification statutaire pour le transport et l'accueil des élèves des écoles maternelles et primaires pour l'enseignement de la natation. Isabelle Dréano, une spécialiste. Du transport, évidemment. On avait tous compris. C'est rouge. Bonsoir. La communauté d'agglomération Chartres Métropole est compétente en matière de construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire au titre de ses compétences optionnelles. Par délibération, le Conseil communautaire a approuvé l'intégration au 1er janvier 2021 dans la liste des équipements communautaires de la piscine des Vauroux et son parc. À ce titre, la piscine des Vauroux devient une infrastructure complémentaire à l'Odyssée pour l'apprentissage de la natation et les activités de loisirs. Elle permet d'offrir suffisamment de lignes d'eau aux élèves du territoire pour une maîtrise de la natation pour tous avant l'entrée au collège. Pour servir cet objectif, conformément à l'article 4 de ses statuts, la communauté d'agglomération de Chartres Métropole a ajouté, dans le cadre de sa compétence, la piscine des Vauroux. De ce fait, la compétence devient alors transport et accueil des élèves des écoles maternelles et primaires aux équipements sportifs aquatiques classés d'intérêt communautaire pour l'enseignement de la natation. En application de l'article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, cette modification doit être décidée par délibération concordante du Conseil communautaire et des conseils municipaux
des communes membres qui disposent d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la dite délibération de chaque métropole. Merci Isabelle. Y a-t-il des remarques à ce sujet, des questions? Non. On accompagne donc, vous avez compris, hein, une décision de Chartres Métropole en tant que commune membre. Nous sommes donc invités à voter cette modification statutaire. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Délibération 8, désignation d'un élu correspondant sécurité routière. Alors l'État souligne l'importance de la prise en compte de la sécurité routière dans les multiples domaines de compétences du maire et invite le conseil municipal à désigner un élu référent en sécurité routière. Celui-ci est le relais privilégié entre les services de l'État et les autres acteurs locaux et veille à la diffusion des informations relatives à la sécurité routière, de même qu'à sa prise en charge dans les différents champs de compétences de sa collectivité. L'élu correspondant sécurité routière sera le correspondant privilégié des services de l'État et des autres acteurs locaux. À ce titre, il pourra s'appuyer sur les connaissances, les compétences et les moyens que l'État met à disposition, ainsi que sur les associations sensibles à ces problématiques. Il mobilisera ainsi l'ensemble des élus et des services de sa collectivité en étant porteur d'une politique de sécurité routière, en identifiant les problèmes de sécurité routière au sein de sa collectivité, police de la circulation et signalisation, urbanisme, voirie et aménagement, prévention en milieu scolaire, auprès des jeunes et des seniors, ainsi que du personnel communal. En tant qu'interlocuteur local, il aura pour rôle de mobiliser la population et l'ensemble des acteurs de terrain et permettre ainsi de contribuer à réduire l'insécurité routière. Conformément au CGCT, je cite, il est voté au scrutin secret, soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclament, soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination et une présentation. Le conseil municipal peut toutefois décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations, aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin, ce qui n'est pas le cas pour cette délibération. Donc je vous propose à la fois de ne pas recourir au vote à bulletin secret si vous en êtes unanimement d'accord, et je vous propose de désigner Lionel Lecointre, notre élu délégué à la sécurité, donc référent sécurité routière de la commune. Toujours d'accord, Lionel? Oui, monsieur le maire, pas de problème. À toi de nous convaincre. Bah, c'est vrai, je ne sais pas si... Je suis déjà convaincu moi-même du rôle de l'élu dans le cadre de la sécurité routière. C'est déjà une bonne chose. Pour vous convaincre, il y a déjà eu des actions de menées sur l'Ève. On a donc notamment mis en place une vidéo verbalisation sur Lonceau et on voit déjà l'avancement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de camions, il y a eu quelques camions verbalisés. Il faut savoir que lorsqu'un poids lourd, notamment un chauffeur, se fait verbaliser, ça se dit dans le milieu des routiers. Donc là, c'est déjà une action qu'on a menée il y a déjà plus d'1 mois. On a également la lutte contre les excès de vitesse, l'insécurité routière au niveau des vitesses. Il faut savoir que la police municipale est équipée déjà depuis 2 ou 3 ans d'un laser. Cette semaine, on a une campagne de prévention et surtout de répression, car pour moi, l'un en passant l'autre. Donc on a eu des vitesses quand même excessives au niveau de l'Ève, 71, 70 au lieu de 30. Vous voyez qu'il y a encore du boulot au niveau de la prévention, mais également sur la répression. Et on a d'autres actions qui vont être menées au cours des prochains mois. Concernant les jeunes, et notamment les élèves du primaire, on va mener une action à la demande du directeur. On va refaire pour cette année 2021 une prévention routière avec le comité de la prévention départementale pour faire un atelier piste cyclable, remise du permis piéton, etc., etc. Bon, je pense que je vais voter pour toi, moi, je ne sais pas, on verra. Attends. Bon, est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Est-ce que tout le monde est d'accord pour voter à main levée? Bien. Donc je propose Lionel Lecointre qui est pour. Formidable. À l'unanimité. Bravo Lionel. Alors, on va te redonner la parole tout de suite. Tu la prends si bien.
pour la délibération numéro 9, dans le cadre de la mise en œuvre d'un protocole de rappel à l'ordre. Dans le cadre de la mise en œuvre de la justice de proximité, en partie axée autour du renforcement du lien entre l'autorité judiciaire et les élus, la commune de Lèves souhaite, sur proposition du parquet du tribunal judiciaire de Chartres, proposer un protocole de mise en œuvre de la mesure de rappel à l'ordre. À cette fin, un protocole de mise en œuvre de rappel à l'ordre doit être conclu entre le maire et le tribunal judiciaire de Chartres. En effet, dans le cadre de son pouvoir de police et de ses compétences en matière de prévention de la délinquance, le maire de Lèves peut adresser une injonction verbale à travers le rappel à l'ordre. Cette fonction est une prérogative du maire qui a la possibilité de désigner un représentant adjoint ou un membre du conseil municipal par arrêté. Le rappel à l'ordre est un dispositif de prévention de la délinquance proche du domaine pénal qui nécessite l'instauration d'un dialogue constructif entre le maire et le procureur de la République. Le rappel à l'ordre est adressé pour des faits qui ne constituent pas un délit ou un crime ou en cas de procédure déjà engagée pour crime ou délit. En revanche, la mesure peut notamment s'appliquer à des comportements n'emportant pas la qualification pénale, au non-respect des arrêtés de police du maire lorsqu'ils portent sur des questions d'ordre, de sûreté et de salubrité publique, à d'autres faits relevant d'une peine contraventionnelle, telles que celles pouvant être constatées par la police municipale. À titre d'exemple, les faits suivants peuvent notamment être concernés par la mise en œuvre du rappel à l'ordre: l'absentéisme scolaire, la présence constatée de mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des heures tardives, les incivilités commises par des mineurs, des incidents aux abords des établissements scolaires, les conflits de voisinage, les bruits, tapages nocturnes et injurieux. Certaines atteintes légères à la propriété publique, l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets, la divulgation d'animaux dangereux. Merci Attilie Robard pour la question. Madame Guillet. Merci. Je voulais savoir... Attendez, allez-y. Pardon. C'est bon, oui. Il est dit dans la délibération que Monsieur le maire va désigner un référent. Je voulais savoir si le référent serait Monsieur Lecointre ou un autre membre du conseil municipal. Oui, il est prévu que ce soit Monsieur Lecointre. Oui, bon. Dans le cadre de sa délégation. D'accord. Donc c'est une première question. Sinon, bon, nous trouvons que ce dispositif permet d'expliquer les règles de bonne conduite, les règles civiques auprès des contrevenants, de façon solennelle. Donc ça doit marquer les esprits. Ceci dit, est-ce que les établissements scolaires, les associations et la population seront mises au courant de ce nouveau dispositif avant sa mise en place, quoi. Puisque bon, les établissements scolaires vont être aussi amenés à venir vers vous pour certaines situations, Monsieur Lecointre ou Monsieur le maire. Voilà, c'est une première réflexion. Et puis également un suivi pédagogique, un suivi social pour certaines familles, certains enfants qui auraient justement des soucis d'absentéisme au niveau de l'école ou de faits mineurs, de dégradation ou choses de ce style. Voilà. Est-ce que c'est aussi en lien avec l'action sociale au niveau de la commune? Alors, merci. Lionel, tu veux répondre? C'est un protocole qui va être signé avec le procureur de la République. Donc le procureur de la République a déjà désigné un référent, c'est un juriste qui est nommé depuis 2 mois et qui va prendre en compte dans sa globalité, à savoir il y aura également, comme vous dites, l'absentéisme, des affaires scolaires, etc. Et c'est sous l'égide du procureur de la République et sous ses directives qu'on pourra mener des actions.
C'est-à-dire qu'on fera des propositions au procureur de la République via son référent, et ça nous permettra d'agir aussi bien peut-être, s'il nous donne l'autorisation, auprès des écoles et des enquêtes de voisinage. Et alors, en complément sur la pédagogie, oui, il y aura une information, notamment dans le pied de fait. Hein, d'abord, il faut qu'il y ait la signature, et ensuite, voilà l'information, et ce qui en ressort. Sur l'aspect plus social, ça nous permettra en effet, par prévention, de pouvoir avoir davantage d'informations que nous n'avons aujourd'hui, et de pouvoir basculer, le cas échéant, ce que l'on fait déjà aujourd'hui, eh bien, des mineurs ou des familles en difficulté via le CCS. Hein, parce que c'est le rôle du CCS, vous le savez très bien. Donc soit en direct nos services, soit avec l'assistante sociale, les différents services sociaux, notamment du département avec lesquels nous sommes en lien. Donc si ça peut nous aider effectivement à avoir davantage d'informations, il faudra l'utiliser. Vous avez bien compris la double notion du dispositif, hein, c'est comme pour les caméras tout à l'heure, il y a à la fois un aspect de prévention qui est important, qu'il faut accentuer, mais on voit bien que la prévention n'est pas suffisante, notamment sur tous les actes d'incivilité. Hein. Vous avez vu, on a relancé au mois de mars une nouvelle campagne contre les incivilités, on lutte, mais c'est en fait une lutte du quotidien. Donc voilà, c'est un outil supplémentaire que l'État propose. On le voit dans la presse, là, il y a pas mal de communes qui commencent à signer ce protocole. Je pense que dans les années à venir, la plupart le feront. Et donc nous permet aussi d'avoir une phase répressive totalement contrôlée et en lien avec le parquet, les services de l'État. Oui, Lionel, ton micro clignote. Non ? Non. C'est bon. Y a-t-il d'autres remarques ? Bien. Alors, passons au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Adopté, merci. Délibération 10 pour l'acquisition de 4 parcelles. Je vais ouvrir. Le pôle de gestion des patrimoines privés d'Orléans, dépendant du ministère de l'Action et des Comptes publics, procède en qualité de curateur de la succession de Madame Claudine Mottaudoin à la cession amiable des parcelles AL 46, 76, 79 et 87, afin de se constituer à une réserve foncière boisée et de limiter le morcellement du patrimoine foncier. La ville de Lèves souhaite se porter acquéreur de ce lot indivisible d'une surface de 28 arts et 94 centiares, situé lieu-dit les Graviers du Rijard. Ce lot a été estimé par les domaines à 1 400 €. Merci. Y a-t-il des questions ? Non. Alors, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Adopté. Merci. Délibération 11. Modification du règlement intérieur des services périscolaires, extrascolaires et de fourniture de repas. Marie-Hélène Ferreira. Le précédent règlement intérieur des accueils périscolaires et extrascolaires municipaux avait été adopté par délibération du Conseil municipal en date du 7 décembre 2020. Des décisions portant sur la tarification et le délai de production d'attestation liés aux revenus avaient alors été apportées sur le règlement intérieur applicable dès le 1er juillet 2020. Dans un souci de cohérence, un seul règlement à destination des familles bénéficiaires des services de la ville a été élaboré. Les modalités portant sur la fourniture de repas, lequel a été voté en séance lors du conseil municipal du 25 juin 2018, avait été alors intégré. La commune propose dans cette nouvelle modification la suppression des 2 jours de carence pour la restauration scolaire en cas d'absence pour maladie. En revanche, la disposition portant sur la production d'un certificat médical en cas d'absence pour maladie est bien maintenue. Merci. Y a-t-il des questions ? Non. Je vous propose de voter. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Adopté.
Délibération 12 pour un renouvellement de la dérogation à l'organisation de la semaine scolaire. Sandrine Blin. Peut-être Isabelle. Je sais pas. Là, c'est mieux. Non, c'est bon. Bonsoir. Donc, renouvellement de la dérogation à l'organisation de la semaine scolaire. Le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisme de la semaine scolaire des écoles maternelles et élémentaires publiques permet au directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours. Par délibération numéro 92-17 en date du 19 décembre 2017, le conseil municipal a décidé de déroger à l'organisation de la semaine scolaire aux écoles maternelles et élémentaires, avec une organisation sur 8 demi-journées par semaine, en fixant la semaine scolaire comme suit: lundi, mardi, jeudi et vendredi, 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30. Il est proposé pour la rentrée scolaire 2021 de renouveler la dérogation et de décider de maintenir l'organisation scolaire déjà existante sur 4 jours avec une répartition des enseignements sur 8 demi-journées par semaine comme suit: lundi, mardi, jeudi et vendredi, 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30. Merci. Y a-t-il des remarques? Vous avez compris l'idée en fait de rester dans la même organisation. Mais on doit passer par le vote du conseil municipal. Je vous propose de voter. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Donc, délibération 13 au chapitre du personnel communal pour des ouvertures de postes. Ghislaine Auger-de-Russie. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Il est proposé de procéder à une ouverture de poste correspondant d'une part à des avancements de grade, d'autre part à des recrutements à la suite de remplacements d'agents. Dans le cadre des avancements de grade. Pour rappel, un agent peut passer au grade supérieur s'il remplit certaines conditions d'ancienneté et ou a réussi un examen professionnel. Cet avancement n'est pas automatique et est proposé par l'autorité territoriale. Pour 2021, il est proposé un poste d'assistant d'enseignement artistique principal, première classe, un poste d'adjoint technique principal, deuxième classe, 2 postes d'adjoint technique principal, première classe, et un poste de brigadier chef. Dans le cadre de 2 recrutements, remplacements, un poste d'agent de maîtrise et un poste de technicien, agent de maîtrise, adjoint technique. Bien, merci. Y a-t-il des questions? Madame Guillet. Merci. Dans le cadre des remplacements, là nous avons deux remplacements qui vont être renouvelés par création de postes. Y aura-t-il d'autres créations de postes pour remplacement d'agents qui ont quitté la collectivité, qui sont prévus pour le prochain conseil ou les prochaines échéances? Alors, on ne nommera personne, évidemment, ce soir. Notre politique sera la même que depuis 6 ans. À chaque fois qu'il y a un départ, quel qu'il soit, nous réinterrogeons le poste et le service. Voilà, je ne peux pas vous répondre, c'est oui et non. Ça dépendra de quel poste il s'agit, des besoins immédiats et à long terme de la collectivité. Voilà. Donc, à chaque fois, on réinterroge
On voit s'il y a une réorganisation possible, plus efficace de préférence, sachant que, en plus, le profil d'un agent qui part à la retraite, notamment, parce que peut-être que c'est ce à quoi vous faites référence, on a un certain nombre d'agents qui partent à la retraite dans les mois qui viennent, bien leur profil n'est pas forcément le même que les nouvelles recrues. Voilà, sur des métiers qui en plus parfois ont fortement évolué. Donc, c'est pas forcément le remplacement de 1 pour 1, c'est parfois une réorganisation, voilà, parfois c'est plus, parfois c'est moins. Le but, c'est la continuité du service, au moindre coût. C'est notre politique. Y a-t-il d'autres remarques? Non. Je vous propose de voter. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Donc, personnel communal toujours pour l'ouverture de postes pour les emplois saisonniers. Donc, comme chaque année, hein, nous ouvrons des postes pour les emplois saisonniers afin d'assurer le fonctionnement, l'encadrement et l'animation des accueils de loisirs sans hébergement maternel et primaire pour la période estivale et également pour répondre à l'accroissement d'activité du service technique. Donc pour cela, il est nécessaire de créer des emplois saisonniers d'adjoints d'animation de 2e classe et d'adjoints techniques de 2e classe. Alors, ça n'apparaît pas dans la délibération et je vous propose un amendement à cette délibération. Nous aurons également un besoin ponctuel sur le service administratif, donc besoin également de créer un poste de CDD d'adjoint administratif sur la période estivale. Donc pour les accueils de loisirs sans hébergement, les recrutements seront effectués en fonction des effectifs accueillis prévisionnels et selon les ratios d'encadrement fixés réglementairement. Pour les adjoints techniques, le recrutement s'effectuera sur l'évolution des missions et l'accroissement réel de l'activité. Il en sera donc de même pour le poste d'adjoint administratif et la rémunération de ces agents s'effectuera selon les grilles indiciaires. Voilà, y a-t-il des remarques? Donc avant de voter la délibération, je vous propose de voter l'amendement, c'est-à-dire l'ajout de l'ouverture d'un poste CDD d'adjoint administratif. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc je vous propose, après avoir adopté cet amendement, de voter la délibération complète. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Merci. Délibération 15, personnel communal toujours, pour la modification du règlement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, soit le RIFSEP. François Santos. Bonsoir à tous. Lors de sa séance en date du 19 décembre 2017, le conseil municipal a instauré une prime de fonction, de suggestion, d'expertise et d'engagement professionnel au bénéfice des agents titulaires et stagiaires de la ville de Lèves, à compter du 1er janvier 2018. Il est proposé aujourd'hui de modifier le règlement portant sur le RIF-SEEP en y intégrant les nouveaux cadres d'emploi concernés. Ingénieurs, filière technique, puéricultrice, auxiliaire de puéricultrice, agents sociaux, filière sociale et médico-sociale. Les modalités de calcul et de versement du CIA sont précisées dans l'annexe ci-jointe. Excusez-moi. Merci. Y a-t-il des remarques, des questions? Donc, je vous propose de voter. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Adopté. Délibération 16 pour la modification des conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement et des avances. Brigitte Moreau. Bonsoir.
Par délibération numéro 19, le conseil municipal, lors de sa séance du 11 février 2019, avait fixé les conditions et les modalités de la prise en charge des frais de déplacement et des avances. Cela sur la base d'un montant prévu par la loi. Il s'avère que les plafonds retenus sont insuffisants. Les coûts occasionnés lors des déplacements par les agents, les élus bénéficiaires sont parfois plus élevés que ceux proposés, engendrant ainsi une perte financière pour les bénéficiaires en mission. C'est pourquoi il est proposé de délibérer à nouveau sans qu'un plafond soit fixé, les bénéficiaires devant toutefois posséder un ordre de mission et justifier sa dépense. Merci. Y a-t-il des questions? Alors, je vous propose de voter. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté. Délibération 17, personnel communal, instauration de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, l'IHTS. Marie-Pierre David. Alors, bonsoir à tous. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon les dispositions du décret numéro 2002-60 du 14 janvier 2002. Alors, considérant que conformément au décret numéro 2002-60 précité, la compensation des heures supplémentaires peut être réalisée en tout ou partie sous la forme de repos compensateur et qu'à défaut de compensation sous la forme de repos compensateur, les heures accomplies sont indemnisées. Considérant toutefois que M. le maire souhaite à titre subsidiaire, quand l'intérêt du service l'exige, pouvoir compenser les travaux supplémentaires moyennant une indemnité dès lors que les travaux ont été réalisés à sa demande ou à la demande du directeur ou chef de service dans la limite de 25 heures supplémentaires par mois et par agent. Considérant que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget de l'exercice en cours. Les bénéficiaires de l'IHTS, alors administratif, catégorie A, attachés territoriaux, attaché principal, attaché territorial. Catégorie B, rédacteurs territoriaux, rédacteur principal première classe, rédacteur principal deuxième classe, rédacteur. Catégorie C, adjoint administratif territoriaux, adjoint administratif principal première classe, adjoint administratif principal deuxième classe et adjoint administratif. Concernant la filière animation, catégorie B, animateurs territoriaux, animateur principal première classe, animateur principal deuxième classe et animateur. Catégorie C, adjoint d'animation territoriaux, adjoint d'animation principale première classe, adjoint d'animation principale deuxième classe et adjoint d'animation. Filière culturelle, alors catégorie A, directeur d'établissements territoriaux d'enseignement artistique, directeur d'établissement d'enseignement artistique de première catégorie, directeur d'établissement d'enseignement artistique de deuxième catégorie. Catégorie B, assistants territoriaux d'enseignement artistique, assistant d'enseignement artistique principal de première classe, assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe, assistant d'enseignement artistique. Filière médico-sociale, catégorie A, puéricultrice, alors puéricultrice hors classe, puéricultrice de classe supérieure, puéricultrice de classe normale, catégorie C, auxiliaire territoriaux de puériculture, auxiliaire de puériculture principale de première classe, auxiliaire de puériculture principale de deuxième classe. Pour le social, catégorie A, éducateurs territoriaux de jeunes enfants, éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle, éducateurs de jeunes enfants. Catégorie C, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, ATSEM principal de première classe, ATSEM principal de deuxième classe, agents sociaux territoriaux, agent social principal de première classe, agent social principal de deuxième classe, agent social. Police municipale, catégorie C, alors agent de police municipale, brigadier, chef principal de police municipale, gardien brigadier de police municipale.
Filière technique, alors catégorie 1, ingénieur. Ingénieurs territoriaux, ingénieur principal, ingénieur. Catégorie B, techniciens territoriaux, technicien principal de première classe, technicien principal de deuxième classe et technicien. Et catégorie C, agent de maîtrise territoriaux, agent de maîtrise principal, agent de maîtrise, adjoint technique territoriaux, adjoint technique principal de première classe, adjoint technique principal de deuxième classe et adjoint technique. Alors, la rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyens de contrôle automatisés, décompte déclaratif, le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent. Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du directeur ou du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel du comité technique. À titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après consultation du dit comité pour certaines fonctions. Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret. Ces indemnités pourront être étendues aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. Leur paiement sera effectué selon une période mensuelle. Merci, Madame David. Ça procède de la simplification de la fonction publique. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose de voter. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Donc, 18e et dernière délibération. Modification du règlement de fonctionnement du marché municipal. Antonin Giletta. Merci, bonsoir à tous. Lors de sa séance du 31 mars 2015, le conseil municipal avait acté la création du marché hebdomadaire municipal Place Nailsworth. Le marché était régi par un règlement de fonctionnement. Les tarifs des droits de place des commerçants sont fixés par décision de Monsieur le maire. Je propose donc de voter... Pardon. Présentation. Je vous donnerai la parole si vous la demandez. Est-il des questions? Commentaires? Monsieur Giletta, vous aviez un commentaire à rajouter? Oui, j'avais. Moi j'ai des remerciements. C'était pas prévu. Mais après tout, désolé pour tous les autres, mais ce sera pour la prochaine fois. Mais du travail qui a été mené par Antonin Giletta, toute une équipe, parce que c'est aussi un travail collectif. Je crois qu'il y a Isabelle Rado qui s'est beaucoup impliquée, mais pas seulement. Enfin, c'est tout le monde pour donner un nouveau souffle à un marché compliqué à installer, même si on a eu déjà les bonnes étapes. Mais l'idée a été de faire une proposition innovante et de proposer un marché dit nocturne. Alors, nocturne l'hiver, un peu plus dur l'été, certes, mais voilà. Il y a une vraie étude depuis 6 mois, étude de marché, pilotée directement par Antonin, et puis on a bon espoir que ça fonctionne bien. Il y aura des commerçants non sédentaires donc, qui s'installeront dès le 30 avril, puisque l'idée est de lancer ce marché à partir du vendredi 30 avril, 16h, place Nailsworth, donc c'est dans 10 jours. Je compte évidemment sur vous tous pour être les premiers clients de ce marché, pour qu'il s'installe, qu'il fonctionne bien, et pourquoi pas se développe à terme. Voilà, on va y aller étape par étape en tout cas. Vous avez un petit document là qui a été distribué sur table, je ne sais pas si tout le monde en a eu un, justement pour faire un peu de publicité, mais on va en parler dans les 10 jours qui viennent, voilà, pour faire connaître ce nouveau marché, on peut le dire comme ça. Alors c'est un nouveau sans en être, mais il y a quand même une vraie nouveauté en l'installant en fin de journée. Donc merci à toi Antonin. Voilà, c'était donc prise de parole, je pense que ça suffit pour ce soir, c'était suffisant. Alors Maximilien Cosgrove, tu demandais la parole Maximilien?
Non, je croyais, pardon. Donc Antonin, vas-y. Merci. Ouais. Je voulais juste du coup préciser les modifications qui sont dans l'annexe du coup du règlement intérieur, du règlement du marché. Pardon. Donc le fait de décaler les horaires du marché du matin vers plutôt un marché de fin de journée plutôt qu'un marché du soir, puisque c'est 16h-19h, qui va permettre notamment aux parents qui vont chercher leurs enfants à l'école de pouvoir profiter du marché tout de suite après, et à tous ceux qui travaillent et qui sont actifs de pouvoir également aller au marché, donc vraiment d'ouvrir ce marché à l'ensemble des Lévois et des Lévoises. Et enfin, ce qui a également changé, c'est les règles sur les défauts d'occupation qui sont en rouge dans le règlement, qui concernent des absences et qui vont donc nous laisser la possibilité de pouvoir remettre un exposant rapidement s'il y a des absences qui sont répétées et ou prolongées. Voilà. Merci de ces précisions. Il permet de dire qu'il s'ouvrira à tous les Lévois, mais au-delà. Hein. Le but, c'est qu'on ait une chalandise la plus large possible, évidemment. Donc voilà, un vrai test, et une fois encore, je compte sur vous tous, d'abord les élus, l'ensemble des habitants, et puis de toutes les communes limitrophes, et même au-delà, voilà, d'essayer ce nouveau marché. En plus, on aura, dès le 30 avril, combien de commerçants s'installent, Antonin ? Je vais faire la liste, mais on aura donc un grand commerçant qui fait rôtisserie, charcuterie, traiteur, boucherie, un petit espace de fromage a priori, mais on est quand même en recherche active d'un fromager dédié. Donc si j'en profite, si vous avez dans le réseau ça, n'hésitez pas à me l'envoyer. On aura aussi un grand fruits et légumes, on aura à peu près 15 mètres de fruits et légumes. On aura des pâtes fraîches qui sera là une semaine sur 2. On aura des crêpes qui seront là également une semaine sur 2. On aura l'huile d'olive. On aura toujours Monsieur Novak pour la poissonnerie. Et puis, je crois que j'ai fait les huîtres. J'ai pas dit. Alors là, c'est la fin de période à partir de fin avril. Donc lui, il va pas démarrer le 30 avril. Je crois qu'il arrête juste avant. Et il reviendra à partir de septembre. Bon, c'est un beau début, ça donne envie de voir ça. Voilà. Merci beaucoup. On va quand même voter. Y a-t-il des oppositions à cette modification de règlement ? Des abstentions ? Adopté.